Donc ce sera une intervention longue d'une vingtaine de minutes avec 3 intervenants. Aubert Nicolazzo de Barmont, donc qui travaille au service qualité des carcasses et des viandes de l'Institut de l'élevage. Marc-Antoine Brasseur qui du coup reste en tribune pour apporter un témoignage sur, il en a déjà dit quelques mots sur les essais conduits au Cirbif, et Suzanne Dumerchat, qui est également déjà intervenue, de la ferme des Établières, qui va également présenter les résultats d'un essai spécifiquement sur ce sujet du persillé. Merci Jean-Jacques pour cette introduction. Bonjour à ceux que je n'aurais pas vus. Donc peut-être, comme l'a dit Jean-Jacques, on va parler là de persillé, on va parler de qualité de la viande bovine. Peut-être qu'avant, on peut définir ensemble ce qu'est le persillé, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme. Alors le persillé, tout simplement, c'est une infiltration naturelle de gras dans la viande, entre les fibres musculaires, visible à l'œil nu. Vous pouvez tout à fait le voir sur la viande apparente, la viande en crue. C'est donc des petites billes de gras blanches, petits amas de gras. Alors, certains disent le gras c'est la vie. Je ne sais pas si le gras c'est la vie, mais en tout cas le gras c'est synonyme de tendreté, de jutosité et de flaveur, c'est-à-dire de goût. J'en vois qui salivent, c'est bien. Et donc ce gras, ce dépôt de gras intramusculaire représente autour de 5% de lipides dans le muscle en France, sur une plage de variation en France entre 1,5 et 20% dans le muscle de référence, c'est-à-dire la noix d'entrecôte, qui correspond aux photos de noix d'entrecôte que vous avez sur le diaporama. Alors il faut savoir que donc ce dépôt de gras, le persillé, est mesuré de manière visuelle, on peut le mesurer de manière visuelle, grâce à la grille en 6 classes qui a été développée par l'Institut de l'élevage pour Interbev il y a déjà quelques années. Donc vous pouvez la voir sur l'écran. Et donc le niveau 1 est donc bien pas persillé et le niveau 6 extrêmement persillé. Il faut savoir qu'il y a aussi des travaux en cours sur le développement d'instruments de mesure en vif et en carcasse pour évaluer ce dépôt de persillé. Alors peut-être qu'une première question qui pourrait vous venir, c'est bien quel niveau de persillé sur la grille de 1 à 6 faut-il privilégier? Alors, il faut savoir que le comportement du consommateur à l'étal est contradictoire. Alors là, je vous invite à regarder le tableau, donc avec les classes de persillé et les intentions d'achat en cru, on voit que le consommateur va privilégier les niveaux les plus faibles ou modérés de persillé et il va être rebuté par le gras, donc par le niveau 5 qui est le niveau supérieur. Et vous pouvez voir que le consommateur, comme je l'ai dit, est contradictoire, enfin un comportement contradictoire, puisque en cuit, il va privilégier les niveaux de persillé les plus élevés, niveau 3, 4 et même 5, et va plutôt être déçu par la qualité sensorielle du niveau 2. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les classes 1 et 2 sont déceptives au niveau sensoriel. Les classes 3 et 4 représentent l'intermédiaire et je dirais le meilleur compromis entre l'appréciation visuelle par le consommateur en cru et le ressenti en cuit, la satisfaction globale en cuit. Il faut savoir quand même que malgré tout, sur les classes 5 et 6, les plus persillées, on a une plus-value organoleptique, même si on va avoir plus de mal à le commercialiser sur certains débouchés, notamment le débouché libre-service en grande surface. Alors maintenant, vous allez me poser la question peut-être, quelle est la recette du persillé? Comment on produit des viandes persillées? Quels sont les leviers de pilotage du persillé? Alors avec mes collègues, on a essayé de recenser les différents leviers connus à ce jour et on les a regroupés en 2 types de facteurs, les facteurs liés à l'animal et les facteurs alimentaires. Peut-être avant de laisser la parole à mes collègues pour présenter différents essais qui ont été faits sur le sujet, je vous propose de parler de deux leviers. Le sexe, on sait que les femelles déposent plus de persillé que les mâles. Marc-Antoine en a parlé, mais les jeunes bovins sont en règle générale très maigres. Et puis l'âge à l'abattage, on sait que les animaux qui se rapprochent de l'âge adulte sont en général plus persillés et plus gras de manière générale que des animaux qui sont en croissance. Je vais laisser la parole à Marc-Antoine pour vous parler de l'impact du type génétique sur les dépôts de persillé.
Donc merci Aubert. Je vais vous présenter de façon un peu plus précise donc les résultats de Valovo avec les 7 types génétiques que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc des résultats enregistrés sur des bœufs et des génisses croisés les viandes, abattus donc à 570 kg de poids vif. Donc vous avez à droite les différents types génétiques en ordonnée et la part de chaque classe de persillés en abscisse. Et donc on voit bien que les 2 types génétiques les plus précoces ont permis de produire plus de 70% de viande de classe 3 et plus. Les types génétiques les plus tardifs ont permis de faire moins de 60% de types de persillés 3 et plus. Donc ces résultats, ils sont assez conformes à la littérature. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même il reste une variabilité à l'intérieur de chaque type génétique qui reste importante. Je vais maintenant vous parler d'un essai où on a étudié la nature de la ration en finition et son impact sur le niveau de persillé des carcasses. Donc ça a été un essai où on a engraissé des vaches de réforme normandes durant 80 à 100 jours pour produire des carcasses de 400 kg classées O+, et bien finies. Donc il y a 3 conduites qui ont été testées. Une conduite 100% pâturage de printemps, donc entre mi-avril et mi-juillet, avec un pâturage tournant. Et 2 conduites à l'auge, une conduite avec une ration herbe-maïs, complémentée avec du blé, et une conduite 100% maïs, complémentée avec du tourteau de colza. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact donc de la nature de la ration sur les notes de persillé, puisqu'on est sur 3,8 environ dans tous les cas, en persillé moyen. Par contre, donc la nature n'impacte pas, mais il faut bien rappeler que ce qui est important pour finir des animaux, c'est la densité énergétique. Et donc au pâturage, il faut bien que les animaux aient accès à de l'herbe de qualité. Donc c'est pour ça que le pâturage il a été réalisé au printemps pour avoir accès à une herbe de moins de 12 cm à l'herbomètre. Et je vais maintenant laisser la place à Suzanne. Merci Marc-Antoine. Donc maintenant je vais vous parler d'un essai qui a été réalisé donc aux Établières. On a testé 2 facteurs. Donc d'un côté le régime alimentaire, donc à savoir le niveau énergétique de la ration, donc qui a été présenté ici entre énergie égale et énergie plus. Il y a 2 à 3 UFV journaliers qui ont été rajoutés dans cette ration-là. Et d'un autre côté, notre état corporel, qui nous a permis de piloter l'abattage, donc entre 3 et 4,5. C'est un essai qui a été répété sur 3 ans, sur vache de réforme, donc avant abattage. Donc tout d'abord, je peux vous présenter un petit peu les résultats en vif des animaux et des croissances. Donc on va s'intéresser d'abord à l'effet ration. Donc si je compare à même note d'état corporel, donc par exemple NEC 3 énergie plus et NEC 3 énergie égale, on se rend compte que passer d'une ration avec moins de 3 UFV dans la ration par rapport à une autre, c'est en fait augmenter la croissance, donc de 43 à 430 quand même grammes par jour selon les séries, ce qui a été attendu. Et forcément, le pendant, c'est qu'on diminue la durée d'engraissement, donc en général, on diminue de 8 à 33 jours en moins. Donc la durée d'engraissement qui est ici. Les constats sont similaires si je me mets sur un NOC 4,5 et je compare, pareil, les 2 lots. Ensuite, on s'est intéressé donc à l'effet NEC, forcément. Donc là, pareil, je me place à un même niveau d'énergie de la ration et je compare entre NEC 3 et NEC 4,5. Donc qu'est-ce qui se passe? Pousser l'engraissement à une note d'état corporel de plus 1,5, en fait, c'est augmenter la durée d'engraissement, donc à niveau énergétique de ration équivalente. Donc on augmente quand même de 54 à 78 jours d'engraissement en plus. Mais quel est le gain? Le gain, au final, c'est 37 kg de carcasse qui a été obtenu supplémentairement. Et en contrepartie, des moindres croissances, donc de moins 147 à moins 280 grammes par jour observés. Tout ça, ce qui nous intéressait, nous, c'était le persillé. Donc qu'est-ce qu'on a observé sur ce persillé-là? Donc vous avez ici, donc pareil, nos 4 lots, 4 conduites, le nombre d'animaux à chaque fois dans les lots et la note de persillé. La seule conduite, et ça c'est important, qui ressort d'un point de vue statistique, c'est notre conduite donc poussée longtemps, donc 5 mois, donc NEC 4,5 et avec un niveau élevé dans la ration. Donc c'est énergie plus, donc à titre d'information, donc c'est 0,85 UFV par kilo de matière sèche ingérée, soit 13 UFV journaliers. Et nos vaches faisaient quand même plus de 900 kg vifs à l'abattage.
Cette conduite-là, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Donc on est en moyenne à une note de persillé de 4,1 comparé aux autres qui ont aussi entre 3,1 et 3,6. Mais le plus intéressant, c'est qu'en fait cette conduite-là nous permet d'avoir à peu près 100% des carcasses qui sont notées supérieures ou égales à 3. Et comme Aubert vous le présentait, c'est la note qui est optimale à la fois en intention d'achat et après en consommation derrière. On observe quand même qu'on a une hétérogénéité. Donc vous avez ici notre lot qui est une Énergie Plus NEC 3, donc à même ration, même niveau énergique de ration, mais par contre engraissé moins longtemps. On voit quand même qu'on a des carcasses notées 2. Et après, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un tiers des carcasses qui sont extrêmement persillées dans ce lot-là. Donc on a été jusqu'au bout quand même de l'essai d'un point de vue économique, parce que forcément on garde des animaux plus longtemps, qu'est-ce qui se passe? Donc pour ça, on a comparé nos deux conduites à niveau énergétique élevé, donc NEC 3 et NEC 4,5. Et donc ça correspond à 54 jours en plus. Donc comment les coûts ont été estimés? On a pris en partie les consommations supplémentaires, donc aliments achetés plus la paille, donc avec les conjonctures entre 2023 et 2025 sur les hypothèses de prix du réseau Inosis. Et après pour l'ensemble des autres coûts, notamment l'ensilage de maïs qui est produit donc aux établières sur la ferme, on a pris donc les cas types naisseurs-engraisseurs de JP en Pays de la Loire et Bretagne. Quels sont les résultats de tout ça? Donc, comme je vous le disais, on passe de NEC 3 à NEC 4,5, on engraisse 54 jours de plus. Donc, pour faire l'exercice et le rendre plus intéressant, on a comparé 2023 et 2025. Ce n'est pas le même prix au niveau de la viande achetée. Donc, vous avez par contre les charges qui n'ont pas évolué. Donc, on est à 248 € par vache en plus quand on engraisse plus longtemps et 245 en 2023. Au niveau du produit, comme je vous disais, on gagne 37 kg carcasse. Donc derrière, en 2023, ça correspond à 197 €. Et forcément, en 2025, on est à presque 240 €. Donc derrière, la différence, donc le reste à charge, forcément, il en pâtit. Donc en 2023, avec des prix donc qui étaient... est-ce qu'on a les prix qui ont été notés? Je sais pas si vous avez noté. Peut-être pas. On est en gros à 10 centimes de plus du kilo qu'il faudrait valoriser en plus. Ça correspond à 51 €. Et en 2025, on n'est plus qu'à donc 5 € au total sur la vache, qui correspond à peu près 1 centime du kilo carcasse à valoriser en plus, donc par la filière derrière, avec cette conduite-là. Ça, c'est intéressant, il faut quand même prendre en compte derrière l'entièreté du système, en fait, parce que garder des vaches 54 jours de plus, c'est long. Donc on a tout un système derrière qui est nécessaire de s'organiser à la fois pour les éleveurs, mais aussi pour les fourrages, la disponibilité, la place dans les bâtiments et l'organisation du travail. Donc, une petite conclusion sur tous les leviers qu'on a étudiés. Donc, Aubert vous a présenté le sexe, l'âge à l'abattage, le type génétique Marc-Antoine avec un effet, encore à travailler sur la sélection génétique et la conduite au jeune âge. Et après, par contre, en termes de facteurs alimentaires, on se rend compte qu'il y a des effets qui peuvent être, des tendances qui peuvent être creusées sur la nature de la ration en finition, mais que la durée de finition couplée à un niveau énergétique permet d'améliorer le niveau de persillé dans la viande produite. Et alors là, on serait tenté de se demander, mais est-ce qu'on a trouvé la recette pour produire des viandes persillées? La réponse est pas tout à fait oui, puisqu'il reste encore deux types de leviers, en tout cas qu'on trouverait intéressant d'investiguer. La sélection génétique, qui est identifiée par la littérature comme impactant fortement le dépôt de persillé et le dépôt adipeux en général. Et puis la conduite au jeune âge. Donc certains scientifiques effectivement évoquent aussi l'impact de la conduite au jeune âge sur le niveau de persillé déposé ensuite. Donc de futurs potentiels travaux de recherche à venir. Enfin, éventuellement à venir. Alors, en conclusion, peut-être à ramener chez soi, ce qu'on vous propose, c'est voilà de vous présenter donc les leviers identifiés in fine. Demain, si la filière le souhaite, si les abattoirs vous demandent des viandes persillées, ou demandent aux éleveurs plutôt des viandes persillées, eh bien, comment répondre? Alors, comme on l'a évoqué tout au long de notre exposé, il y a différents leviers, il y a une boîte à outils, avec le choix des animaux, le choix d'animaux plutôt précoces, avec un âge relativement avancé, comme on l'a évoqué. Et puis, comme a évoqué Suzanne, il y a une adaptation nécessaire de la NEC à l'abattage selon le type génétique. Donc, pour les types plutôt précoces, eh bien là, la préconisation est plutôt d'aller sur une NEC de 3, 3,5. Sur les types tardifs, comme le charolais, comme l'a présenté Suzanne, il conviendra d'aller au-delà des NEC habituels, donc NEC de 4,5, ce qui représente presque 2 mois de finition, donc ce qui est vraiment conséquent, ce qui représente un investissement. Avec des niveaux énergétiques soutenus,
autour de 13 UFV par jour pour des vaches charolaises de 900 kg vifs à l'abattage. Et donc tout ça représente un investissement, comme l'a évoqué Suzanne. Alors quelles sont les perspectives dans la filière? Peut-être que déjà on peut rappeler l'historique peu favorable au gras que vous connaissez. Je discutais l'autre jour avec des collègues qui me disaient qu'il y a 25 ans, ou 20 ans, ils faisaient des plaquettes alto gras. Alors vous voyez que le contexte a un peu évolué. Effectivement, historiquement, le contexte est peu favorable au gras, puisque les coûts prix après NEC 3,5 sont plus élevés, puisqu'on a un historique de pénalité, de reproches, des carcasses lourdes et grasses par l'aval de la filière, et puis puisque la production de carcasses grasses ou persillées n'est pas rémunérée. Donc demain, pour avoir du persillé, pour un opérateur d'aval, il va falloir accepter d'avoir une hétérogénéité sur le persillé, entre animaux plutôt proches en vif, Suzanne l'a évoqué, on a des animaux qui sortent, qui sont plutôt assez proches, avec une hétérogénéité de persillé. Il va falloir être prêt à valoriser des animaux certes persillés, mais aussi plus lourds et plus grasses, ce qui est pas sans conséquence sur certains débouchés de commercialisation. Et puis enfin, il va falloir imaginer un modèle économique avec les éleveurs pour valoriser cet investissement, puisque comme l'a dit Suzanne, produire du persillé, ça coûte. Alors, ça coûte beaucoup certaines années, un peu moins d'autres années, mais ça coûte quand même, et donc il conviendrait d'imaginer un modèle économique pour valoriser cet investissement. Donc le persillé, effectivement, vise à améliorer la qualité de la viande, mais ce n'est pas le seul facteur qui impacte la qualité en bouche. Il y a tout un tas de facteurs, le travail des viandes, la maturation, la cuisson. On est tous aussi responsables de la qualité de la viande dans son assiette. Et donc tout un tas de facteurs de la fourche à la fourchette qui impactent la qualité de la viande et qui permet derrière de proposer une viande de qualité dans l'assiette du consommateur. Je vous remercie pour votre attention et on se tient à votre disposition pour toute question. Merci à tous les trois. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou sur le chat? Jeannick Huat, Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Vous avez évoqué, alors c'est en dehors de votre présentation, mais des travaux engagés sur la mesure de persillé à vif. C'est une perspective intéressante ou... Alors effectivement, on a un projet qui s'appelle Miteco, que vous pouvez retrouver sur internet, et donc dans lequel on développe la mesure du persillé en vif par échographie. Donc aujourd'hui c'est une preuve de concept, l'outil n'est pas en cours de déploiement, on est en phase de développement. On a des premiers résultats qui sont très encourageants et qui permettraient effectivement d'avoir une mesure non plus dans l'abattoir quand le travail est déjà fait, mais plutôt en finition pour pouvoir éventuellement piloter ce dépôt. J'ai les questions du chat qui arrivent tranquillement. La note d'état corporel est revenue à plusieurs moments cet après-midi. Est-ce que le rendement carcasse est le même pour la vache en NEC 4,5 et celle en NEC 3? C'est ça du technique. Je peux retrouver les résultats. Ah, on les avait pas mis. Je pense pas qu'on ait dû mettre les résultats. Mais globalement, les rendements sont similaires entre les deux. Moi, j'avais un souvenir que les rendements étaient similaires entre les deux. Peut-être, Aubert, tu peux me corriger. Ils sont globalement assez proches, effectivement, on était assez surpris. De mémoire, il y avait un petit décalage quand même, puisqu'on perd quand même un petit peu plus de gras avec une NEC 4,5, mais qui était plus faible qu'attendu. En tout cas, c'était pas significatif. C'est ça, c'est important. Ouais. Et ça rejoint une question que je me posais, c'est justement pour obtenir du persillé, donc on a sur un muscle qui est ciblé, mais finalement, est-ce que avec cette conduite, on met du gras un peu partout dans la carcasse, et comment sont impactés les autres muscles, et d'une manière générale, les gras d'abattage, par exemple, qui ne sont pas valorisés, on parlait du rendement. Est-ce que vous avez été regardé également de ce côté-là un petit peu? Oui. Donc, en effet, sur ce protocole-là, les gras ont été pesés à l'abattage. Donc, en chaîne d'abattage, donc c'est les gras de carcasse qu'on va récupérer, les gras de bassin et les gras de rognon. Et donc il y a des petites différences forcément, des vaches qui sont finies quand même plus grasses, on a des différences. Après par contre sur la question qui est très intéressante des persillés dans les autres muscles de la viande. Et là pour le coup c'est plutôt Aubert qui va vous répondre parce que c'est assez technique quand même. Alors on a fait une première approche qui consiste à prélever la 6e côte, donc au niveau du dos de l'animal, et on a fait ce qu'on appelle des dissections bouchères, donc on a séparé les muscles des gras
Et on observe que là, dans ce cas précis, on a certes augmenté le niveau de persillé, donc de gras intramusculaire, mais aussi de gras intermusculaire, donc de gras autour des muscles, alors qui peut être intéressant dans certains circuits de commercialisation, mais qui peut aussi représenter un déchet. Je pense par exemple au boucher. Donc ça, c'est une première réponse. Et une deuxième réponse, ça va me permettre de faire un peu de pub pour un projet en cours. On a lancé le projet Carto-Persillé il y a quelques mois maintenant. Donc on se pose effectivement la question du lien entre la note de persillé qu'on va donner en routine au niveau de la coupe primaire, donc la coupe qu'on fait à la 5e côte, et le niveau de persillé des autres muscles de la carcasse. Et donc c'est quelque chose qu'on va étudier au moyen d'un scanner humain, mais converti pour but scientifique. Et donc voilà, on va vraiment faire cette cartographie du persillé, non plus seulement dans un muscle, mais dans toute la carcasse. Donc affaire à suivre. Merci. Est-ce que le type d'alimentation, notamment les aliments oléagineux, ont un impact sur le persillé? L'exemple du tourteau de lin, par exemple. C'est des choses qu'on a testées, ça? Alors, je regarde mes collègues parce que dans les fermes, je ne sais pas s'il y a eu des travaux de fait. Pas avec du tourteau de lin, non. Mais en tout cas, dans la littérature internationale, globalement, il y a assez peu d'impact de la composition de la ration. Mais plutôt, il y a un impact de la teneur en énergie. On parle plutôt de ça. Donc globalement, je dirais assez peu d'impact. Ok. Moi, j'ai une autre question. C'est en fait, à l'heure où finalement, dans la société, on a tendance à pas forcément privilégier le gras, les aliments gras. Et là, on dit, si, il faut du gras. Alors dans la viande, on a compris pourquoi, mais du coup, est-ce que vraiment c'est une attente et aussi sur la viande, quoi? Alors, je pense qu'il faut, effectivement, c'est important d'aborder cet aspect-là. Donc, ajouter du persillé, c'est effectivement rajouter du gras dans la viande. Ça, c'est vrai. En revanche, comme je l'ai évoqué en introduction, on a des viandes à 5% de lipides intramusculaires en France, donc dans les viandes, quoi. Donc, c'est extrêmement faible. Comparez ça à votre steak haché, peut-être que vous prenez en routine 10, 12%, 15%, voire même 20% dans les fast-foods. C'est en fait assez peu. Sur une classe 4, pour vous donner un ordre d'idée, sur une classe 5, pardon, on va être autour de 9-10%. Vous voyez, c'est pas si élevé que ça. Et sur une classe 6, on va monter à 15%. Donc en fait, on a des viandes en France, y compris pour les viandes persillées, qui sont globalement avec un niveau de gras relativement modéré par rapport à ce qu'on peut trouver à l'étranger. Un bœuf de Kobe, je sais pas si vous avez déjà dégusté ce type de viande, on est autour de 40% de matière grasse. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi. Donc l'objectif de la filière n'est pas du tout d'aller dans cette voie-là, mais déjà d'avoir une dynamique de progrès avec des niveaux de gras qui restent raisonnables. À titre d'information, du coup, les animaux abattus, la conduite énergie plus net 4,5, c'était 7% de taux de lipides dans la viande. Donc on reste encore très faible. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou commentaires à faire? Bien, écoutez. Je remercie de nouveau nos 3 intervenants. Et puis, comme pour les 3 autres séquences, on attaque un petit temps de débrief où sur ce sujet, sur les 4 sujets qui ont été traités, est-ce que vous avez des compléments à apporter, des prolongements à proposer, des thématiques un petit peu en lien, mais qui se rapportent quand même au sujet? On lance la petite séquence pendant une petite dizaine de minutes. C'est un petit peu plus... Il faut que quelqu'un commence. Voilà. Merci. En fait, j'en profite juste pour mettre mon grain de sel sur les oléagineux de tout à l'heure pour le côté matière grasse dans la viande. C'est assez rare de mettre beaucoup d'oléagineux et beaucoup d'huile dans une ration de ruminants. C'est pas
très bon pour le microbiote ruminal, les lipides en particulier insaturés. Donc, comme vous parliez du lin, de la graine de lin qui est globalement très insaturée, c'est pas un truc qu'on va faire beaucoup en routine. Par ailleurs, cette matière grasse va avoir tendance à être saturée dans le rumen parce que les microbes aiment pas les acides gras insaturés. Et donc, on retrouve pas les bénéfices qu'on pourrait retrouver chez un monogastrique à donner des acides gras insaturés dans la viande. La graisse de ruminant est plutôt saturée. Donc, on n'aura pas cet intérêt-là pour la viande. Voilà, c'était le grain de sel du nutritionniste. Merci pour cette précision. D'autres remarques? Moi, j'ai envie de revenir sur la question de l'efficience alimentaire posée un peu à Julien. Tu sais que c'est mon dada. Moi, je suis plutôt habitué à regarder les bases de données d'exploitation avec des écarts considérables d'efficience entre exploitations et moins habitué aux travaux XP, mais je trouve qu'il y a quelque chose il y a un fil à tirer sur la question de l'efficience alimentaire en lait, certainement en viande, je connais moins bien. Et puis avec les différences génétiques, quoi. Parce que les écarts de 30% de consommation, alors effectivement, on n'a pas tout à fait la même production en face, mais ça alerte quand même probablement sur des éclairages d'écarts de résultats entre animaux et entre exploitations. Et même si la question est compliquée, tu disais Julien, c'est parce qu'elle est compliquée qu'il faut la regarder. Je ne sais pas s'il a envie de te répondre ou pas. Non, mais bon, tu sais où est mon bureau, Benoît, on pourra, ou je sais où est le tien, on va pas, mais, non, mais, enfin, non, je vais pas répondre directement, mais, je pense que, enfin, j'allais dire, je compatis à ta question. Bon, je partage ta question, c'est comme ça qu'il faut le dire. Non, mais je pense que, la question me semble-t-il pertinente et ça pose surtout enfin, un moyen d'y répondre ou un angle d'approche, à mon avis, c'est les niveaux d'échelle parce que, là, sur nos essais, on a des échelles animales, voire troupeaux, ou un échantillon de troupeaux sur des pas de temps courts. Quand on parle de vaches laitières, alors dans notre exposé, on a parlé de vaches taries, ce qui est presque novateur, alors qu'elles sont toutes taries à un moment donné, mais on a quand même des angles morts encore, et souvent on s'intéresse aux animaux, enfin, en production, ils produisent tous quelque chose, mais qui produisent du lait, de la viande, donc on a tendance à rétrécir quand même notre champ de vue. Et je pense que cette notion d'efficience, faut sans doute étirer nos angles de vue. Et je pense qu'au niveau économique, sur les approches que vous avez dans ton service, en fait, vous captez tout ce qui se passe d'un point de vue économique. Et je pense que, enfin, Romain a fait une remarque un peu dans ce sens-là. Ce qu'on capte pas ou très mal dans nos essais, c'est tous les à côté, toutes les pertes. Et donc, dans le projet qui concerne pas directement PharmXP, mais sur la longévité, c'est des choses qu'on perçoit parce qu'en fait, c'est quand même un truc de dingue. Une vache laitière, elle passe la moitié du temps à être une génisse quand même aujourd'hui. Et nous, on fait des essais sur un bout de la partie où elle produit du lait. Donc c'est quand même risqué de tirer des conclusions sur 2 mois d'essai, voire 3, voire même une lactation sur un animal qui passe la moitié du temps à être une génisse, un bout de son temps à être tari et qui fait 3 lactations. Donc je pense que cette question de l'efficience au sens large, il faut l'aborder aussi avec des périmètres qui sont pertinents et pas regarder par le trou de la serrure une question qui est bien plus large, quoi. J'en rajoute une couche là-dessus. J'ai dit sur le ton de la boutade tout à l'heure entre aller engraisser des broutards plus ou moins jeunes, plus ou moins avancés, issus de Ferminov aux établières, par exemple. C'est comment à PharmXP on peut travailler sur la carrière de l'animal. Avec une approche individuelle à l'animal, avec de la collecte de données de sa naissance, voire même avant, pendant la gestation de sa mère, jusqu'à l'abattage ou jusqu'à la sortie de l'élevage. Voilà, là il y a sûrement un champ de travail. Et alors c'est quelque chose qu'on n'a pas fait encore aujourd'hui, mais avec l'émergence notamment des questions autour de l'épigénétique, on avait évoqué ce sujet-là avec Eliance notamment. Là aussi, on aurait sûrement un champ de recherche, et ça fait le lien avec ce que tu disais, Romain, aussi tout à l'heure, hein, et j'en rajoute une couche aussi là. Il y a vraiment là, un champ de choses à faire assez importante pour dézoomer, ce que tu disais Julien aussi, pour dézoomer de ce qu'on a l'habitude de faire sur une période donnée sur l'alimentation, ainsi de suite, quoi. Alors ça pourra pas occuper, c'est des essais qui occupent beaucoup dans le temps, donc faut les construire, ça coûte énormément et ainsi de suite, mais ça semble, au vu des discussions, quelque chose qui est à creuser.
Il n'y avait pas le projet d'avoir une base de données Merci Christian. Donc on a aujourd'hui en effet une base de données qui doit être alimentée par l'ensemble des fermes. Cette base de données, l'idée c'est qu'elle permette d'avoir l'ensemble des données expérimentales des 8 fermes. Déjà pour pouvoir piloter des projets et arrêter de s'envoyer des fichiers Excel quand il y a sur un même projet 2 ou 3 fermes. Donc ça c'est pour la vie du quotidien. Mais derrière, cette base de données, elle a aussi comme objectif d'ouvrir ce type de champ de recherche en allant chercher des données qu'on n'a pas forcément, qu'on collecte dans les projets de recherche, qu'on valorise pas forcément directement dans le projet de recherche, mais on pourrait valoriser en longitudinal sur du temps long, sur du cumul de plusieurs fermes et ainsi de suite. Voilà. Mais déjà, il faut qu'elle soit bien alimentée et qu'on l'utilise correctement pour le pilotage de nos projets de recherche. Et en effet, en deuxième étape, on a peut-être ces analyses à intégrer où ça nous permettra de faire ces analyses-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bonjour, Gaylor Bouquin, je suis technicien au centre Brune Genetic Service pour la race brune. C'est vrai qu'on parlait d'épigénétique tout de suite, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais la partie génétique pourrait être également intéressante à être mise en avant à travers, on parlait tout à l'heure de fermes où il y avait déjà des génotypages de réaliser, allier des infos génétiques, des données connues sur les animaux à travers les études qui sont mises en avant. C'est vrai que ça peut être des points vraiment intéressants pour mettre ça sur les femelles croisées. C'est plus difficile comme dans l'exploitation dans le Finistère, mais dans d'autres exploitations, ça peut être vraiment intéressant d'associer, notamment qu'on a les différences de production, les différences sur la fertilité, la longévité, la santé. Il y a sûrement à creuser à ce niveau-là. Pour compléter, par rapport à ta remarque, Mathieu, je pense que un des freins aujourd'hui pour travailler sur ces sujets-là, comme là, par exemple, je pense au croisement 3 voies à Trévarez, c'est le type d'appel à projet disponible. Et tous ces thématiques sur le temps long, aujourd'hui, on n'a pas de réponse accessible en fait sur des appels à projets courts. Donc, c'est aussi les moyens, autres que la question. La future programmation de Casdar va se réfléchir dès l'an prochain. On pourra essayer d'influer là-dessus, mais... Rebonjour. J'ai entendu mentionner l'élevage des gibets à l'herbe. Quels sont les projets là-dessus en cours ou à venir, surtout pour les mâles? Marc-Antoine, tu veux dire 2 mots ou... Ça s'est déjà fait par le passé, Oui, en effet, donc on a nous des projets qui sont en cours de dépôt en tout cas et on attend la réponse sur l'engraissement en fait de jeunes bovins qui déjà sont sevrés tardivement, donc on les sèvre à 10 mois et en plus ensuite ils sont pâturés l'été sur des couverts, donc c'est vraiment spécifique. Mais l'objectif c'est quand même de faire un pré-engraissement à l'herbe et une finition de 3-4 mois en bâtiment. Ça c'est l'objectif qu'on va tester. Après peut-être que des essais qui ont déjà été faits, je sais pas aussi en bif. Alors, vous m'entendez? Ouais. Il y a des très vieux essais qui ont été faits, mais je n'ai pas les résultats. Christian pourra peut-être en parler. Mais pardon. Pardon. Et non, concernant les essais qu'on a tout juste débuté là à Moron, ce sera donc des JB c'est un petit peu comme ce qui va être fait aux établières, avec des croisés, les viandes qu'on finira pour le coup à l'auge, qu'on va pas les laisser en finition au pâturage. Voilà. Mais du coup, globalement, on va les rentrer, donc on va faire une phase de démarrage et de croissance au pâturage et une phase de finition à l'auge, à partir de 10-12 mois. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? Bien, bah écoutez, je pense qu'on va
on va s'arrêter là pour cette séquence et on est à peu près dans le timing, je pense, Mathieu. À moins qu'il y ait quelques mots de conclusion sur la séquence. Ouais, voilà, tu me prends de court. Mais bon, quelques mots de conclusion quand même, parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'apports qui pouvaient se traduire sur des exploitations. Et on a vu qu'il y avait peut-être dans cette séance encore plus spécifique beaucoup d'éléments qui pouvaient donner des réponses aux éleveurs. Hein. On a vu aussi même des questions sur qu'est-ce que je choisis. Donc c'était comme type de génétique. Donc on a des éléments. Reste, je pense, aux partenaires de développement, aux organismes de conseil d'élevage de s'emparer de ces résultats-là pour les diffuser auprès des éleveurs. Après, moi, ouais, c'est bon. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un élément qui est important, c'est la conjoncture économique. Dans un exposé, on a vu que les résultats, finalement, selon les conjonctures, on n'a pas du tout les mêmes résultats économiques. On voit bien aussi sur d'autres exposés que finalement, les conclusions, elles sont très différentes selon les conjonctures. Et je pense que c'est aussi le rôle des accompagnateurs, des éleveurs, de les éclairer en mettant ces résultats dans des perspectives de contexte économique. Et moi, je soulignerais aussi la nécessité de bien relier ces essais, ces expérimentations et avec le suivi des réseaux d'élevage Inosis. Et je pense que c'est souvent utilisé dans les simulations, mais je crois que là, aujourd'hui, on aurait pu encore faire un peu mieux là-dessus pour avoir des résultats selon les contextes économiques. Merci. Merci Jean-Jacques. Merci Christian. Voilà, donc la biennale touche au but. On va passer à la conclusion générale qui va être faite par Aymeric Pillet, le nouveau directeur de l'Institut de l'élevage. Je rappelle juste que l'ensemble des interventions seront publiées sur le site farmxp.fr en PowerPoint, quoi, les PDF les PowerPoint en version PDF dans les jours à venir, le temps de les redécouper, de les mettre en PDF et de les publier. Et pareil, l'ensemble des interventions seront redécoupées et mises sur la chaîne YouTube de FarmXP. Voilà, pour les éléments pratiques et de mon côté, merci de votre participation.